des installations existantes constitue donc un jalon important dans la transformation du corridor sud en véritable hub régional. Par ailleurs, le président de la République a évoqué la construction d'un centre médical ultramoderne à Lubumbashi, le premier de cette envergure en Afrique centrale qui s'inscrit dans la même dynamique de transformation structurelle. À lui de préciser, il s'agit d'un signal fort, un acte tangible de notre engagement à bâtir des infrastructures socio-sanitaires d'excellence à la hauteur des aspirations légitimes de notre peuple à une santé de qualité et accessible. C'est pourquoi le président de la République a formellement engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, avec le concours actif de son cabinet, à mettre en place un comité national de suivi du développement des corridors. Ce comité aura pour mission de piloter, coordonner et évaluer l'ensemble de projets liés à l'aménagement de ces espaces stratégiques, en commençant par les corridors sud vers la SADC, avec une attention particulière à la synergie intersectorielle et à la cohérence territoriale. S'agissant particulièrement de la modernisation de l'aéroport de la Loano, l'instruction a été donnée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement des délais d'exécution. Un rapport de TAP devra être produit tous les 6 mois, de sorte que tous les travaux finissent au plus tard fin 2026. Quant au programme ambitieux de couverture santé universelle, le président de la République a indiqué qu'il revient au gouvernement, notamment au ministre ayant en charge la santé, le budget, les finances et le plan, de se mettre à la tâche afin de réaliser à l'échelle nationale un réseau de centres médicaux ultramodernes capables de répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Le concours de la Direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale RIKI, en se servant de son expérience réussie au Haut-Katanga. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur le lancement de la cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo qu'elle a effectué le 17 avril 2025 lors d'une cérémonie organisée par le ministère du Plan ainsi que de la coordination de l'aide au développement. Attendue depuis plus de 30 ans, la réalisation de ce deuxième recensement scientifique permettra à notre gouvernement et à ses partenaires au développement d'intervenir plus efficacement en faveur de populations sur la base des données fiables, désagrégées et actualisées. Elle a précisé que le recensement de la population et de l'habitat conduira à une planification efficace du développement, à une meilleure répartition de ressources, ainsi qu'à une consolidation de notre gouvernance. En qualité de présidente de la Commission nationale du recensement, elle a lancé un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment nos populations, principales cibles des opérations, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les institutions de recherche et universitaires, afin de garantir le succès du processus ainsi enclenché pour notre avenir meilleur et collectif. Elle a demandé au vice-premier ministre du Plan de prendre toutes les dispositions nécessaires et de lui présenter un état de lieu dans la perspective de la convocation de la Commission nationale du recensement en application de textes en vigueur. Les ministres d'État, ministres du budget, le ministre des Finances devront de leur côté assurer la mise à disposition des fonds nécessaires conformément au planning établi. Sur un autre chapitre, elle a évoqué le réengagement de notre pays dans la Convention du Cape Town. À ces sujets, elle a signé les déclarations qualifiantes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Ces déclarations qualifiantes seront déposées bientôt à l'Institut international pour l'unification du droit privé de Rome pour harmoniser le droit de notre pays. Pour rappel, la Convention du Cap et son protocole sont relatifs aux garanties internationales sur les équipements mobiles et matériels aéronautiques. Elle permettra à notre gouvernement de résoudre les problèmes des désenclavements et développer les secteurs du transport ainsi que les secteurs spatial, minier, de l'agriculture, de la construction avec plusieurs avantages pour notre pays. À ce jour, les protocoles aéronautiques ont connu de progrès
avec la mise en place d'une équipe appelée Canal de communication en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de Transport. Ces protocoles devraient permettre aux compagnies aériennes du pays d'avoir entre autres des accès améliorés aux fonds et aux sources de financement ou d'obtenir les financements au coût réduit et à des meilleures conditions. Pour une meilleure adhésion inhérente aux clauses de la Convention, la Première ministre a demandé au ministre des secteurs non couverts de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'y conformer, notamment le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire et des infrastructures et travaux publics, ainsi que le ministre de Mines. Un comité sera mis en place et se chargera de la mise en œuvre du suivi de l'application de la dite convention. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a commencé par donner l'état d'esprit de la population qui a été marqué à la lumière de la notification officielle de la désignation du président togolais Faure Gnassingbé par le président de la Commission de l'Union africaine comme nouveau médiateur dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en remplacement du président angolais Joao Lourenço. Au plan politique, il a mis en œuvre les séjours du chef de l'État à Lubumbashi pour une mission de travail. Passant en revue la situation sécuritaire du Haut-Katanga, qui est globalement calme, le vice-premier ministre a fait mention de l'activisme de Mai Mai Bakata Katanga et Fakat dans les territoires de Puerto Mitoaba et Kasenga. Des instructions ont été données pour y mettre fin. Revenons sur les dégâts de pluie diluvienne du 4 au 7 avril 2025 et qui ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans la province de Kinshasa, Tchopo, Sud Kivu, Tanganyika, Congo central. Une cellule de crise a été constituée. Elle s'est réunie d'abord autour de la Première ministre le 14 avril 2025, ensuite autour du président de la République le 15 avril pour une évaluation globale de la situation et l'identification des actions urgentes à entreprendre. Il a été ainsi constaté que la crise est aggravée par des pratiques inappropriées, occupations désorganisées, installation en zone non édificandi, dépôt sauvage des déchets, absence de drainage, etc. et par une urbanisation désordonnée héritée des longues années. Les décisions qui ont été prises concernent notamment et de manière non exhaustive la mise en œuvre rapide du plan opérationnel de gestion de catastrophes, les curages des rivières, collecteurs et caniveaux, les désengagements des points de confluence entre les rivières et les fleuves Congo, les dragages du fleuve Congo, les dégagements du boulevard du 30 juin et du boulevard Triomphal, les redimensionnements de la traversée de l'avenue Kassavou vers Pankabu, la libération de l'emprise de la rivière Funa entre les avenues Kassavou et Gombari, la démolition des constructions sur les berges de la rivière Funa, la construction de berges notamment sur l'avenue Kassavou-Bokassa, la constitution d'un stock stratégique des médicaments et des matériels repartis par province selon le besoin, la prise en charge sanitaire gratuite pour les victimes de catastrophes, la cartographie des infrastructures sanitaires mobilisables en cas de crise, l'aménagement des sites d'hébergement permanents, la création des stocks alimentaires et sanitaires permanent dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale est quant à lui revenu sur la situation des opérations militaires dans les différentes zones, spécifiquement dans la partie est du pays, dans la périphérie de Kinshasa, par les opérations de traque contre le milicien Mobondo qui continuent. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique générale en République démocratique du Congo. Par rapport à la semaine précédente, la tendance du Mpox à la 14e semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2099 à 1453. Cette tendance à la baisse est observée depuis 3 semaines. Dans le Haut-Katanga, les cumuls de cas suspects a atteint 3495 et 84 décès, soit une létalité de 2,4%. Quant au choléra, comparé à la semaine passée, la tendance à la 14e semaine connaît également une baisse du nombre de nouveaux cas, passant de 1233 à 1134.
cas suspects, dont 32 décès, soit une létalité de 2,8%. Dans le Haut-Katanga, 59 cas suspects ont été détectés, dont 19 confirmés cette semaine. Aucun décès n'a été enregistré. Par la suite, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a particulièrement passé en revue la situation sanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Au Nord Kivu, il a été déploré l'attaque de l'hôpital de Kishero par les occupants sous prétexte de la recherche de FARDC et de Wazalendo, cachés au sein de cet hôpital, occasionnant le décès d'un malade blessé par arme. Il a également été signalé le décès des hippopotames dans la zone de santé de Binza à Goma. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a fait part au Conseil de l'installation de la commission interministérielle chargée de l'élaboration de la politique nationale de l'éducation inclusive. Elle a indiqué que depuis 2019, le gouvernement a entrepris des réformes ambitieuses pour garantir un accès universel à l'éducation, notamment avec l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Ces réformes ont priorisé la scolarisation des filles et la féminisation du personnel éducatif, ce qui a permis de progrès significatifs. À ce stade, des efforts sont déployés pour que des milliers d'enfants vivant avec un handicap, des troubles neurodéveloppementaux ou issus de communautés autochtones soient plus victimes de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion dans les établissements scolaires, car leur situation est confrontée à l'inadéquation des infrastructures, à un personnel éducatif insuffisamment formé, à l'inclusion et aux mécanismes de financement ne prenant pas suffisamment en compte les besoins spécifiques de ces enfants. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, représentée par son vice-ministre, a souligné que l'objectif sur lequel cette commission travaillera est celui de doter notre pays d'un cadre normatif permettant à tous les enfants, quel que soit leur état physique, mental ou social, d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement respectueux de leur diversité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et du Travail a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2025 sous le thème international reconduit depuis 4 ans, à savoir promouvoir le travail décent dans un monde à mutation. Au niveau national, cette célébration sera l'occasion de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre notre patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. C'est dans cette optique que le thème proposé au plan national est uni et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo. Cette célébration sera également l'occasion d'honorer la population congolaise en général et les travailleurs en particulier pour leur sens élevé de patriotisme et de résilience dont ils ont fait et continuent de faire preuve. Ainsi, au-delà des allocutions traditionnelles liées à cet événement, celui-ci connaîtra une particulière à travers les activités d'éveil patriotique et d'émulation qui sera désormais pérennisée, à savoir la décoration via les médailles de mérite civique, conformément à l'ordonnance y afférent, portant création du médaille de mérite civique pour tous les travailleurs qui l'auront mérité. Lancement des activités à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du lancement des activités de l'Expo universelle 2025 d'Osaka au Japon, où la République démocratique du Congo exposera sous le thème inspiré de vie, connaître de vie et sauver de vie. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour les 170 pays et organisations membres du Bureau international d'exposition, leur permettant de présenter leurs innovations et solutions pour notre société et de promouvoir les potentielles richesses de demain afin de capter l'attention des investisseurs et de mieux passer le message. La République démocratique du Congo présentera des solutions pérennes pour les développements durables dans les différents secteurs, notamment le mine, l'environnement, l'agriculture, le tourisme, la culture et l'art. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
le ministre de la Communication et des Médias a pour sa part présenté la note d'information consacrée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai prochain sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans ce cadre, il est prévu la tenue d'un forum national sous le thème « Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise ». Ce forum permettra aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur des médias et leur rôle dans la consolidation démocratique. En effet, malgré les avancées notables enregistrées par notre pays, la liberté de presse est actuellement fragilisée, notamment par les cas de violation dans les zones sous occupation et la désinformation. Organisé à l'initiative des organisations professionnelles en collaboration avec le ministère, le dit forum rassemblera des acteurs publics, privés, internationaux autour des enjeux liés notamment à l'exercice de la liberté de la presse en mettant l'accent sur la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation, la documentation des violations en zone sous occupation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation de textes, les conseils d'un relevé des décisions plutôt, le Conseil de ministres a approuvé le relevé des décisions de la 39e réunion tenue le 11 avril 2025. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 dossiers, premier dossier relevant du secteur des hydrocarbures, les ministres des hydrocarbures a soumis au Conseil les dossiers sur la lutte contre la contrebande des hydrocarbures dans la zone d'approvisionnement sud de la République démocratique du Congo, par l'imposition des scellés électroniques sur les camions-citernes, par l'interfaçage au monitoring SIGOIL et la mise en place de l'application RFID. En effet, l'entrée clandestine de produits pétroliers aux différents postes frontaliers engendre une perte économique estimée à plusieurs centaines de millions de dollars par an. À ce jour, les volumes de la zone sud sont officiellement évalués à près de 120 000 mètres cubes par mois, alors que les estimations réelles dépasseraient le 300 000. Ainsi, afin de lutter efficacement contre cette fraude, les ministres des hydrocarbures a proposé une réforme novatrice basée sur les scellés électroniques. Ces dispositifs de verrouillage équipés des circuits électroniques, des télécommunications et des géolocalisations permettent un suivi en temps réel des camions-citernes transportant des produits pétroliers, garantissant ainsi un meilleur contrôle et une transparence accrue. Il a martelé sur le fait que grâce à l'application SIG-Oil, ces services disposeront des informations avérées pour détecter les éventuelles fraudes et ou incohérences, sécuriser les transports d'hydrocarbures, gérer la chaîne d'approvisionnement et émettre les rapports et statistiques nécessaires, améliorer les mécanismes d'octroi et de renouvellement des autorisations et permis des acteurs du secteur, collecter les données permettant de confirmer la conformité des activités des acteurs du secteur et centraliser les indicateurs de performance. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Premier symposium sur l'intelligence artificielle. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie a pour sa part soumis au Conseil le dossier relatif à l'organisation du premier symposium sur l'intelligence artificielle qui se tiendra prochainement à Kinshasa sous le thème « L'intelligence artificielle et son expansion mondiale ». Opportunités et menaces face aux enjeux de la cyberdéfense, de la coopération internationale, de l'éducation et de l'emploi dans un pays riche en ressources naturelles. Elle a mis l'accent sur le 8e point de la résolution sur les situations de crise de consolidation de la paix dans l'espace francophone prise lors du 19e sommet tenu à Villers-Cotterêts en 2024, qui souligne l'importance de renforcer la coopération internationale dans les domaines des technologies numériques et de l'intelligence artificielle au bénéfice de la paix et de la sécurité. Il nous revient donc de déterminer la manière
dont nous souhaitons porter cette révolution et les conditions auxquelles nous souhaitons que l'intelligence artificielle s'intègre dans notre société. D'où la nécessité de réfléchir ensemble avec les partenaires de tous les horizons à une approche commune pour une intelligence artificielle responsable et éthique dans tous ses aspects, notamment la gouvernance, la réglementation, la sécurité, l'accès à la technologie ainsi que les opportunités économiques. Ce symposium s'étalera sur 4 jours avec plusieurs panels abordant une quinzaine de sous-thèmes. Les travaux techniques préparatoires prévoient la participation de parties prenantes pour peaufiner les termes des références et évaluer un budget. Le rapport final sera soumis à qui de droit pour disposition. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au chapitre de l'examen et adoption des textes. Des projets de textes relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil pour examen et délibération 2 projets de loi. Le premier portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo. Ce projet vise à combler l'absence du cadre institutionnel approprié, rendant ainsi difficile, complexe et parfois inefficace la gestion de l'état d'urgence et l'état de siège dans notre pays. Il vient également combler un vide qui, depuis 1960, ne permettait pas une gestion plus rationalisée, mieux structurée et plus cohérente des périodes de crise et difficiles où la cohésion et la solidarité nationale ainsi que l'engagement de tous sont sollicités pour la survie de la nation et du pays. Ce texte met en place et fixe un cadre général, cohérent et plus robuste, constitué des mesures exceptionnelles de gestion de la chose publique et l'étendue des pouvoirs de police des institutions ainsi que des autorités publiques pendant ces temps momentanément altérés et délicats de notre pays sur des questions de droits et libertés fondamentales. Le deuxième projet de texte portait sur la création, l'organisation et les fonctionnements et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. Ces textes visent à renforcer la collaboration institutionnelle entre les structures spécialisées d'enquête d'ordre financier et économique, d'instruction et celle de jugement, ce qui permet à notre pays de franchir une étape décisive vers une justice plus crédible, plus technique et plus efficace au service de notre peuple, portant un nouveau regard sur notre système judiciaire de répression de la criminalité économique et financière d'envergure. Ces projets de loi contiennent des corrections structurelles et procédurales utiles aux procédures classiques des répressions. Il s'agit dans la continuité des engagements de la République dans le cadre du programme de réforme de la justice, du programme de gouvernance ainsi que des accords conclus avec les institutions financières internationales en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet de loi relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et approbation les projets de loi portant organisation et fonctionnement de marché boursier en République démocratique du Congo. Il a indiqué que ce projet de loi répond à la nécessité de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Et donc il vise la mobilisation de ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'accélération de la croissance économique. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Avant de clôturer les conseils de ministres de ce jour, le président de la République a tenu à souhaiter des joyeuses fêtes de Pâques à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à tout le peuple congolais. Commencé à 16h11, la réunion du conseil de ministres a pris fin à 18h07. Je vous remercie.